Eh bien, merci à toi, merci à vous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis impressionné par ton autorité au sens du philosophe Alexandre Kojève, c'est-à-dire une sorte d'autorité naturelle sans violence qui fait que personne ne parle quand tu parles. C'est assez rare dans les débuts de conférences, donc je suis très impressionné. Puisque tu me laisses la parole après avoir parlé de ce livre, donc je vais commencer par définir l'Occident, parce que tu as parlé du titre « Les vrais ennemis de l'Occident », mais ce n'est pas une critique que je fais, mais il y avait aussi un sous-titre auquel je tiens beaucoup, parce que sinon je ferais comme me répéter, c'était du rejet de la Russie à l'islamisation des sociétés ouvertes. Les sociétés ouvertes, ou la société ouverte, vous avez compris, c'est une référence à Karl Popper, qui est très souvent instrumentalisé par un certain George Soros, qui est plutôt l'ennemi des patries et des souverainetés. Et je montre au début de ce livre que la société ouverte qui tente à définir pour beaucoup l'Occident, alors qu'en fait c'est également autre chose, l'Occident, c'est pas que le fait d'être ouvert ou d'être pluraliste, mais même si on reste fidèle à Karl Popper, qui parlait de la société ouverte et de ses ennemis, moi j'ai fait un petit peu un renvoi en parlant de ses vrais ennemis, on constate qu'aujourd'hui, ceux qui se réfèrent à cette notion de société pluraliste et ouverte, qui définirait l'Occident, et qui serait la seule définition philosophique de l'Occident. L'Occident ne serait pas judéo-chrétien, ne serait même pas chrétien tout court, ne serait pas helléno-chrétien, après on prend toutes les définitions qu'on veut. L'Occident ne serait que l'ouverture, il ne serait que le pluralisme. Et ce qui m'amuse, c'est qu'on se réfère à Karl Popper pour justifier une ouverture sans limite, à n'importe qui, à n'importe quoi, y compris à ceux qui détestent le plus ces mêmes sociétés ouvertes. Et si on relit Popper, vous savez que George Soros a créé sa fondation Open Society en référence à Karl Popper, on peut dire qu'il a trahi les idées de Karl Popper, qui était, comme vous le savez, un émigré autrichien de toute cette mouvance libérale conservatrice de Londres, qui n'était pas du tout un mondialiste. Et il a une définition du pluralisme et de l'ouverture qui n'est pas du tout celle de M. Soros, qui finance les No Borders et tous les ennemis, même pas uniquement des nationalistes ou des patriotes. Aujourd'hui, l'action de M. Soros, c'est de dénoncer l'idée même de souveraineté, l'idée même de frontières. Un jour, un homme politique italien qui est maire de Palerme, qui est très connu dans un mouvement un peu, je dirais, sorosien, Leo Luca Orlando me disait « La frontière est un instrument de torture comme le passeport, les cartes d'identité et les permis de séjour ». C'est un homme qui est très connu en Italie dans un mouvement qui a un peu ce genre d'idée, on appelle ça radical chic en Italie. Il se réfère beaucoup à M. Popper, et c'est amusant de voir tous ces gens qui se réfèrent à Popper pour justifier en fait la venue dans notre continent et dans nos démocraties ouvertes de populations et surtout d'organisations islamiques transnationales qui ont justement pour but de détruire toute forme de pluralisme tel qu'on l'entend chez nous. Donc la première erreur de ceux qui confondent pluralisme et communautarisme ouvert aux islamistes, y compris radicaux, c'est d'avoir cru que l'on peut être pluraliste en étant communautariste et multiculturel. Ils ont confondu l'idée de pluralisme avec l'idée de multiculturalisme. Or, certaines sociétés peuvent être pluralistes, c'est-à-dire qu'elles acceptent la diversité d'opinions, sans forcément être multiculturelles. Et on a des empires multiculturels, comme l'ex-empire ottoman, comme l'ex-Union soviétique, qui ne sont pas du tout pluralistes. Donc la première idée philosophique absolument fausse, c'est de croire qu'une société, parce qu'elle est pluraliste, au sens où elle accepte que le débat d'idées contradictoires puisse être au centre de la démocratie, l'idée selon laquelle le pluralisme serait forcément xénophile, multiculturaliste et ouvert à toute autre culture, y compris des cultures dont les fondements sont hostiles à la démocratie. Une culture, ou plutôt une civilisation, comme la civilisation de la charia, parce qu'on parle du monde musulman, il est très divers le monde musulman, on ne peut pas le mettre dans un bloc, mais ceux qui ont pour projet de civilisation de mettre la charia au centre de tout, ou plutôt au-dessus de tout, comme le disent d'ailleurs les membres, vous savez qu'il y a une organisation qui s'appelle l'OCI, Organisation de la coopération islamique, qui a pour but de faire avancer la charia dans tous les pays musulmans, de remplacer les valeurs démocratiques, pluralistes et laïques, et même nationalistes,
parce que les nationalistes, même les plus antidémocratiques, sont quand même leurs ennemis. L'idée même de nation est quelque chose d'horrible pour un islamiste transnational. La charia doit être la constitution de la seule nation légitime qui est la nation de l'islam, c'est-à-dire l'islamisme transnational ou l'empire islamique, que l'on appelle en fait, son vrai nom, c'est le califat. C'est pas parce que des voyous ont repris le mot califat que ce mot serait pas islamique. Quand on nous dit que le projet de l'État islamique n'a rien à voir avec l'islam et ne serait pas du tout islamique, c'est à la fois vrai et faux. C'est faux dans la mesure où tous les islamistes, parmi les quiétistes, les frères musulmans, ne sont pas tous adeptes de la violence gratuite, barbare, systématique de l'État islamique, mais c'est faux de dire que ça n'a rien à voir, parce que tout simplement, l'idéologie des djihadistes adeptes du califat, c'est tout simplement l'idéologie qui est enseignée aujourd'hui dans le pays qui tient les lieux saints de l'islam. C'est comme si on le disait, imaginons qu'à la tête du Vatican, il y ait des gens qui auraient réhabilité les croisades, et on nous dirait les croisades n'ont rien à voir avec le Vatican, sauf que bien sûr toute comparaison n'est pas forcément bonne. La différence entre les croisades et le djihadisme, c'est que les croisades furent historiquement une réponse au djihadisme et non pas l'inverse, parce que souvent on entend parler de cette idée que le djihadisme, je l'ai encore vu dans un écrit d'un intellectuel français assez réputé, qui disait que s'il n'y avait pas eu cette colonisation qui elle-même poursuivait les croisades, il n'y aurait pas ce djihadisme qui serait une réponse à l'arrogance occidentale. C'est une erreur tout simplement factuelle et historique, puisque, comme vous le savez probablement, Rome, par exemple, la ville du catholicisme, a été radiée en 846 par des envahisseurs arabo-musulmans, et tout le sud de l'Italie a été radié de manière systématique, comme d'ailleurs l'Espagne, tant qu'ils n'étaient pas soumis au califat, comme la Sicile ou l'Andalousie. Les terres non islamiques ont été systématiquement radiées par des gens qui voulaient établir le califat entre le 7e siècle et jusqu'à la fin en fait de la colonisation. Il a fallu attendre la colonisation de l'Algérie, de la Tunisie, pour que la piraterie maritime et les razzias, vous savez que tout le sud de l'Italie est composé de forteresses face à des razzias permanentes, mais absolument permanentes, ça n'a jamais cessé. Donc c'est intéressant de voir que ce projet djihadiste et califal, hélas, n'est pas le fait de simples voyous qui seraient isolés et qui n'ont rien à voir avec l'islam, et inversement, nous dire que les musulmans modérés, tolérants, qui sont contre ce projet, seraient les vrais musulmans, j'aimerais le croire, et ce serait merveilleux si c'était vrai. Malheureusement, aujourd'hui, les musulmans les plus sécularistes, les plus modernes, ou les plus modérés, on les appelle comme on veut, ou les plus réformistes, sont ceux qui sont en fait mis à l'index par l'islam orthodoxe. En gros, l'islam soit de l'université El-Azhar en Égypte, soit de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire l'islam officiel. En gros, l'islam officiel aujourd'hui n'est peut-être pas l'islamisme radical de type terroriste et djihadiste, mais l'islam officiel en tout cas est sa référence majeure. La référence majeure aujourd'hui d'Al-Qaïda comme de l'État islamique, c'est cet islam officiel qu'on appelle aussi, on peut l'appeler islam standard, puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, le projet des islamistes, qu'il s'agisse des salafistes réformistes frères musulmans, qui sont également salafistes, mais on les appelle parfois salafistes réformistes. C'est les premiers qui ont employé le mot salafiste dans l'ère moderne, ou que ce soit les salafistes djihadistes, ils ont le même projet global. Ce sont surtout les moyens qui diffèrent. Donc ce que j'ai voulu dire dans mon livre, c'est que d'un point de vue purement de philosophie politique, il est absolument absurde, il est insensé et il est factuellement faux de confondre pluralisme et multiculturalisme infini. Accueillir n'importe qui, n'importe quoi, être ouvert à tous les vents, n'a rien à voir avec le pluralisme, puisque, comme le dit Karl Popper, le pluralisme de ces sociétés ouvertes, ou de la société ouverte, qu'il définit dans son livre La société ouverte et ses ennemis, consiste justement à reposer sur des règles, dont la laïcité, dont l'acceptation, dont le rationalisme, l'idée d'utiliser sa raison, et aussi l'autonomie de l'homme par rapport au théocratique, c'est-à-dire le contraire de l'hétéronomie islamiste. Et donc on voit bien que, d'un point de vue philosophique, le pluralisme ne veut pas du tout dire accepter n'importe quelle culture et n'importe quel projet civilisationnel. Tout le problème, en fait, de l'Occident, c'est qu'aujourd'hui, il se définit soit de manière matérialiste et stratégique. En gros, l'Occident, ce serait le libre-échange, le libre-échange des marchandises. En gros, le projet de l'OMC et de la tendance anti-Trump du Parti républicain qui veulent ouvrir absolument toute frontière et le libre-échange absolu comme une véritable religion. Et ce serait également l'Occident, l'OTAN.
Beaucoup de stratèges américains que j'ai lus définissent l'Occident comme les pays membres de l'OTAN ou sécurisés par l'organisation atlantiste. Deuxièmement, les pays adeptes du libre-échangisme marchand ou du libéral. Ce qu'a très bien dit d'ailleurs l'ex-vice-président américain juste avant d'être décoré et de quitter le pouvoir. Il a dit aujourd'hui la principale menace pour l'ordre libéral occidental, j'ai bien aimé l'expression ordre libéral occidental, c'était assez juste de son point de vue finalement, eh bien ce serait la Russie. En gros, ce projet cosmopolite, puisque son véritable nom, sa véritable nature, qui se déguise derrière l'idée libérale, moi je suis libéral du point de vue économique, c'est très bien le libéralisme, mais quand ce genre de personnages qui ont une vision néo-impériale et mondialiste utilisent l'idée de libéral ou de libéral échangiste, on sait très bien que c'est pas du tout le libéralisme économique qui permet aux PME d'exister, c'est un projet fondé sur le matérialisme absolu, aussi matérialiste que le marxisme, et qui est fondé sur la destruction de toutes les identités nationales, de toutes les racines et de tout ce qui a un projet culturel, parce que toute forme de culture, de civilisation, de frontières entre les hommes serait en fait un obstacle à l'extension de produits interchangeables que les multinationales veulent déverser sans droit de douane, sans barrière de frontières, sans barrière monétaire, etc. D'où aussi le projet de l'euro. Donc on voit bien que cet Occident, s'il se définit uniquement par rapport aux droits de l'homme, le côté abstrait, le mondialisme droit de l'homiste, qui n'est en fait qu'un cache-sexe et une justification du véritable mobile, qui est faire une sorte de société mondiale, une gouvernance mondiale qui serait l'arbitre de ce mondialisme économique. Eh bien, si on définit l'Occident que de manière atlantiste, libre-échangiste et droit de l'homiste, effectivement, l'Occident, et j'en viens au cœur du sujet, l'Occident peut avoir comme allié, éventuellement, des monarchies islamistes conquérantes, totalitaires, comme l'Arabie Saoudite, ou alors comme le Pakistan, qui est devenu de plus en plus islamiste, jusqu'à devenir le plus grand parrain des talibans et d'Al-Qaïda. L'Occident peut être allié de véritables ennemis civilisationnels s'il ne se définit pas de manière civilisationnelle. Il y a donc ce que j'appelle l'Occident non civilisationnel, qui se définit par les droits de l'homme, et c'est un pur prétexte, il n'y croit absolument pas, parce que quand on bombarde l'Irak pendant des années et qu'on met sous embargo une population innocente à interdire même l'importation de lait, et qu'il y a encore plus de morts de malnutrition que de bombardements, mais si on ajoute les deux, c'est un carnage que les Russes ne pourront jamais atteindre. On voit bien que les droits de l'homme, c'est absolument quelque chose qui est un prétexte, mais on n'y croit absolument pas. La véritable définition de cet Occident que j'appelle non civilisationnel, c'est en fait un projet mondialiste. Et comme ce projet mondialiste vient d'Occident, le plus grand reproche vivant, ce qu'il doit détruire en premier, c'est l'État-nation occidental. Avant de détruire l'État-nation en Asie ou en Afrique ou en Amérique latine, c'est l'État-nation de ses propres concitoyens, là où il veut être une sorte un terrain d'essai. Là où ce projet mondialiste a son terrain d'essai, c'est là qu'il faut en premier détruire les frontières nationales et identitaires. Et c'est pour ça que ce même Occident mondialiste, l'Occident non civilisationnel, est beaucoup plus dur envers toute identité indo-européenne, christiano-européenne, judéo-chrétienne européenne, occidentale, on appelle ça comme on veut, en gros, l'homme blanc chrétien occidental, c'est ce qu'il y a de pire, puisque c'est justement le laboratoire du mondialisme. C'est là que le mondialisme doit en premier s'installer. Et comme ce sont des sociétés pluralistes et laïcisées qui ont le plus la possibilité de se détacher des traditions religieuses parce qu'elles sont déjà laïcisées, c'est le laboratoire absolu. C'est le seul endroit où on peut commencer à édifier cette tour de Babel, puisque les résistances civilisationnelles, identitaires, religieuses, nationales ont été en premier détruites, alors que si vous voulez faire la même chose en Asie, c'est un peu plus difficile. En Asie, il n'y a que des pays qui ont un ultranationalisme, qui augmentent leur budget militaire, et en plus qui n'ont pas cette culpabilité qu'ont les Européens post-traumatiques après la Seconde Guerre mondiale. Toute l'intelligence des deux sources du mondialisme, c'est-à-dire le mondialisme néo-tiers-mondiste gauchisant, comme d'origine marxiste, mais et aussi le mondialisme libre-échangiste capitaliste, les deux mamelles du mondialisme ont utilisé en fait la mauvaise conscience due à la Seconde Guerre mondiale comme en fait un prétexte pour criminaliser l'idée même de nation. Rappelez-vous, c'est les idées de Foucault, de Sartre, le patriotisme et même la nation en elle-même est déjà une forme de nazisme, mais de manière homéopathique. Si on est dans le nationalisme, si on est même dans le patriotisme, c'est déjà la possibilité un jour d'être nazi. Donc pour être sûr qu'il n'y ait plus jamais ça,
pour être sûr qu'il n'y ait plus jamais le retour de cette bête immonde, il faut détruire toute forme d'identité nationale et même patriotique. Moi, je suis, comme Monsieur Roland Hureau ici présent, gaulliste, et je tiens au mot patriotique, mais même le mot nationaliste n'est pas forcément mal vu au départ. Il a été connoté, mais en fait, le nationalisme s'oppose totalement au projet nazi, puisque le projet nazi est un projet impérialiste. Donc je reviens à mon propos. Si l'on définit par contre l'Occident comme une entité géocivilisationnelle, j'avais écrit il y a des années l'expression géocivilisationnelle, qui montre qu'une entité n'est pas que géopolitique au sens stratégique du terme. Elle a aussi une identité. On ne peut pas faire une politique, enfin une géopolitique et une stratégie de long terme viable qui puisse faire en sorte qu'une nation soit pérenne si l'on nie totalement l'aspect culturel et religieux, que l'on soit croyant ou pas. Il ne s'agit pas de retourner à la messe pour ceux qui n'aiment pas le Saint-Office. Mais il s'agit juste de se rendre compte que nous ne venons pas de nulle part. Et donc il est très important de garder en mémoire l'idée qu'une géopolitique qui serait contra-civilisationnelle, c'est-à-dire qui irait à l'encontre de la logique de sa propre civilisation, c'est le cas de l'Occident atlantiste, qui ne se définit que par des définitions totalement étrangères à la tradition chrétienne et au passé de l'Europe. Effectivement, on le voit bien, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Occident est allié de ses pires ennemis. Aujourd'hui, on peut même dire que les parrains du totalitarisme islamiste, que ce soit Daesh, Al-Qaïda, ou la version soi-disant soft des frères musulmans, mais qui a le même projet djihadiste et le même projet surtout califal, il suffit de relire Hassan al-Banna, eh bien on voit bien que cette définition de l'Occident, cette automutilation par une définition non identitaire a permis philosophiquement l'alliance de l'Occident avec ses pires ennemis civilisationnels, ceux qui ont pour projet d'établir le règne de la charia partout, d'étendre le califat et donc de détruire notre modèle. Et vous savez qu'en stratégie, on dit souvent, et comme en géopolitique, il y a 3 grandes caractéristiques d'une entité géopolitique ou d'une nation, dont normalement les dirigeants sont chargés d'assurer la pérennité. C'est premièrement le territoire. Le califat projette de conquérir notre territoire. Donc première caractéristique, première notion, elle est menacée. Une entité politique, c'est un territoire, une population, un gouvernement et des valeurs fondamentales. Le territoire, première caractéristique, est menacé par le projet califal, qui est un projet territorial, qui a pour but, le projet califal, d'instaurer la charia dans toute l'humanité. Premier objectif, éliminer tous les musulmans récalcitrants, modérés, laïcs, chiites, hostiles au projet chariatique. Deuxième objectif du phénomène califal, c'est ensuite unifier tous les pays qui sont musulmans ou qui ont été dirigés par l'Empire islamique à l'époque, un des grands califats. Donc même, ça inclut Israël, ça inclut aussi l'Espagne, ça inclut les Balkans. Si vous regardez la carte du califat islamique, qui n'est pas forcément folle, nous en géopolitique, avec Yves Lacoste, on pensait qu'une idée, même si elle est fausse ou folle, elle n'est pas forcément ridicule. On doit la prendre au sérieux, puisque avec les nazis ou les staliniens ou les maoïstes ou les autres, ou même en Corée du Nord, on a vu souvent des idées complètement farfelues faire sens parce qu'elles ont mobilisé des gens et elles ont conduit à des carnages. Par exemple, la représentation de l'Arménien ennemi de la nation, ennemi intérieur, a été à l'origine de premiers génocides du XXe siècle. Donc il ne faut pas sous-estimer les idées, même quand elles sont complotistes, farfelues ou apparemment ridicules ou même mégalomaniaques. Donc moi je ne sous-estime pas le projet du califat. C'est un projet qui fait que de nombreuses personnes, alors c'est peut-être une infime minorité des musulmans, mais il y a quand même de nombreuses personnes dans le monde qui vont mourir. Ne croyez pas qu'ils meurent pour avoir un bénéfice quelconque, parce qu'ils ne seront plus là. Et le paradis avec les houris, bon ça c'est un peu romancé, mais ce n'est pas la chose fondamentale. Ce qui motive le plus le djihadiste, certes il veut aller au paradis, mais c'est réaliser le rêve du califat, comme les premiers musulmans qui étaient des cavaliers très durs, qui maniaient la stratégie à la fois de la sidération et en même temps de la ruse, et qui ont réussi en très peu de temps, ils ont réussi à conquérir, c'est assez extraordinaire, la moitié de l'Empire byzantin, la totalité de l'Empire perse et jusqu'à l'Espagne visigothique et pas très loin des frontières de la Chine vers l'Inde. Donc c'est absolument stupéfiant et bien sûr une partie de l'Europe très rapidement. Donc il ne faut pas sous-estimer ce projet califal. Or aujourd'hui, avec des amis comme les nôtres ou des alliés comme les nôtres, c'est-à-dire le Qatar, l'Arabie Saoudite
les Frères musulmans, la Ligue islamique mondiale qui a 3000 mètres carrés à Mantes-la-Jolie, qui a aussi un siège à Bruxelles, avec des alliés comme ceux-ci, donc les monarchies du Golfe, le Pakistan qui était l'allié majeur de l'Occident pendant la guerre froide pour contrer les soviets, avec des alliés comme ça, on pourrait rajouter la Turquie qui, bien qu'elle se rapproche aujourd'hui de Poutine, elle reste quand même, faut pas se faire d'illusions, la Turquie n'a pas rompu ses liens avec l'OTAN. La Turquie reste un membre majeur de l'OTAN. Et c'est parce qu'il est un membre de l'OTAN qu'il pose problème. Moi, la Turquie ne me pose pas de problème parce qu'elle est nationaliste, ou parce qu'elle serait redevenue islamiste, ou parce qu'elle serait post-kémaliste. J'avais écrit déjà des livres dans les années 2002 sur la mutation post-kémaliste de la Turquie qui allait troquer la vieille idéologie d'origine occidentale laïque pour un néo-ottomanisme. Mais ce n'est pas ça qui est dangereux en soi pour nous, les gens. Les autres pôles civilisationnels ont le droit d'avoir des modèles distincts du nôtre. Le problème, c'est que la Turquie soit membre de l'OTAN, qui est l'organisation de défense majeure de l'Occident et même de l'Union européenne, comme on le voit dans les textes, y compris le traité de Lisbonne. Et ça, c'est un problème, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la Turquie, grâce à son droit de veto sur les moyens logistiques de l'OTAN, et en tant que membre de l'OTAN majeur, c'est un membre important, c'est pas un petit membre de l'OTAN, la Turquie peut bloquer plein d'organisations internationales, plein d'accords, plein de conventions, y compris la défense européenne. La dite défense européenne qui aurait pu s'autonomiser vis-à-vis de l'OTAN n'a pas pu le faire parce que la Turquie a bloqué un certain nombre de dispositifs. L'Europe aujourd'hui est bloquée par le fait qu'un État non européen, hostile à notre mode de vie, la Turquie, utilise l'OTAN comme moyen de pression pour s'immiscer dans les affaires mêmes des pays européens et occidentaux. C'est pour ça que moi je rejoins tout à fait Vladimir Poutine ou Donald Trump ou même d'autres. Il y a aussi des gaullistes célèbres en France qui le disent depuis De Gaulle. Il faudrait peut-être que l'Europe songe à revenir au projet de Fouché, le conseiller de Gaulle pour l'Europe, une Europe des nations, et qui soit autonome stratégiquement, ce qui n'est pas incompatible. On n'est pas obligé d'approfondir le supranationalisme pour forcément avoir une défense européenne. La preuve, la défense européenne de cette Europe qui se supranationalise de plus en plus, c'est la défense en fait américaine. Donc on pourrait faire une Europe des nations qui s'entendrait uniquement sur l'essentiel et qui, affranchie de l'hégémonie de l'OTAN, l'hégémonie américaine, pourrait se rapprocher beaucoup plus facilement de la Russie parce que techniquement, tant que l'Europe sera sécurisée par l'OTAN, il est techniquement absolument impossible pour l'Europe de se rapprocher stratégiquement de la Russie et d'avoir des opérations de collaboration stratégique. Il ne s'agit pas d'être pro-américain ou anti-américain, je dirais, c'est presque structurel. Donc avec des alliés, je reviens à mon propos, comme la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, les frères musulmans qui ont pignon sur rue dans toutes les démocraties occidentales. J'ai étudié il y a des années l'islamisme radical dans toutes les démocraties occidentales, y compris aux États-Unis ou au Canada. Les frères musulmans sont l'organisation avec un grand O qui est véritablement la plus puissante, la plus influente au niveau des idées, au niveau de l'action, au niveau des mosquées, au niveau de l'embrigadement des jeunes, dans tous les domaines. Le plus grand lobby américain, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais on dit souvent le lobby juif américain. Mais le lobby islamique américain est autrement plus puissant. Le fameux CAIR, The Council of American Islamic Relations, c'est un lobby ultra puissant qui a derrière lui l'Arabie Saoudite, la Ligue islamique mondiale et les frères musulmans. Il faut savoir, et là, quand on a ce genre d'alliage, c'est quand même assez redoutable, parce que les frères musulmans, c'est un peu le trotskisme de l'islam, c'est l'islamisme, ou alors gramsciste, si vous préférez, qui infiltre, qui pratique la filtration dans les administrations, dans les clubs de pensée, dans les ordres des avocats, des médecins. C'est un élitisme de l'infiltration absolument redoutable. Mais en plus de ça, même s'ils sont assez bêtes, enfin on les trouve assez bêtes, il ne faut pas non plus les sous-estimer, les Saoudiens adeptes du wahhabisme ont quand même dépensé à peu près entre 70 et 80 milliards de dollars rien que pour la diffusion en 40 ans de leur modèle wahhabiste qui en fait impose un islam, ce que j'appelle l'islam sunnite standard. Ce que j'appelle l'islam sunnite standard, c'est en fait un islam sunnite homogénéisé qui va reproduire un peu partout dans le monde la vision salafiste des Saoudiens, en gros, qui est assez proche de celle des frères musulmans, même si aujourd'hui ils sont un petit peu en bisbille pour des raisons de part de marché et de stratégie. Mais en fait, l'idéologie est la même. Un islam ultra puriste
ultra-monothéiste qui combat toute forme de superstition, d'influence locale. C'est pour ça que quand vous allez en Turquie ou quand vous allez en Afrique, au Mali ou au Sénégal, la première action, bien sûr le Mali c'est connu, mais même d'autres pays, Niger, Nigeria, tous les pays d'Afrique noire qui avaient un islam maraboutique, influencé par des traditions africaines et soufis, c'est leur première cible. Cet islam standard, on l'oublie, il n'est pas que en guerre contre l'Occident, c'est une sorte de fascisme religieux. Comme disait Umberto Eco, il appelait ça le urfascisme, une sorte de... Bon, c'est vrai qu'on l'emploie à tort et à travers le mot fasciste, mais c'était pas mal la classification de Umberto Eco de ce urfascisme, au sens fascisme des origines, au sens théocratique du terme. Il impose un islam standard à des islams qui étaient très divers. Et il est en train de fanatiser, il n'y a pas d'autre mot, la plupart des pays musulmans. Vous allez en Indonésie, l'islam indonésien d'il y a 30 ans n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui, qui est en train de progresser. La Malaisie, c'était la même chose. Vous savez, tout le problème qu'il y a aujourd'hui entre la Malaisie, l'Indonésie et les minorités chinoises et chrétiennes vient du fait que depuis des années, il y a une réislamisation avec la mode justement wahhabite, avec tous ces moyens saoudiens, qui est en train de littéralement défigurer l'ensemble du monde musulman. Et donc ça veut dire que, en termes clairs, ça veut dire quoi ? Je vais vous inquiéter peut-être, mais ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui, je le soutiens, n'est rien par rapport à ce qui se passera dans 15 ou 20 ans. Parce qu'il y a certains pays comme le Sénégal qui n'en sont qu'au début de la propagande wahhabite. Il y a encore un islam soufi très fort au Sénégal. Au Maroc, il y a encore un islam soufi assez fort qui équilibre l'islam des frères musulmans qui est déjà au pouvoir. Mais dans certains pays, cette avancée de l'islam standard wahhabite ou frères musulmans n'est qu'à ses débuts. Il commence à peine à acheter un certain nombre de chaires universitaires, d'imams. Par exemple, au Mali, l'imam Diko, c'est un homme qui a été nommé par les Saoudiens, qui a été formé en Arabie Saoudite et qui a comme cible principale l'islam malien. C'est-à-dire sa mission, depuis qu'il est en place, depuis plus de 10 ans, c'est de détruire la relative modération de l'islam malien qui était imbibé de maraboutisme et de tradition africaine. Donc, dans certains pays, ce processus est à peine à ses débuts. Donc ça veut dire que dans 20 ou 30 ans, moi je pense que l'islam global, les pays musulmans seront beaucoup plus islamistes qu'aujourd'hui. Il y aura encore plus de difficultés pour les laïcs de s'exprimer qu'aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 10 ans. Même en Malaisie, même en Indonésie, où l'islam indonésien, avec le Pancasila, vous savez, c'était l'idéologie indonésienne, c'était en fait une sorte de tolérance envers des cultes qui seraient chacun des piliers de la nation, y compris le bouddhisme, le christianisme, il y avait une relative tolérance. C'est terminé. Aujourd'hui, être chrétien en Indonésie, c'est très difficile, surtout si on avoue sa foi. On peut aller, éventuellement, quand on est très 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 discret, qu'on rase les murs, mais dès qu'on avoue sa foi, c'est extrêmement difficile d'être chrétien en Indonésie. En Malaisie, c'est presque impossible. Il y a une persécution récurrente des chrétiens en Malaisie. Donc même l'islam asiatique, qui était le moins wahhabite, le plus comme l'islam ouest-africain, qui était le plus imbibé de traditions locales et qui était le plus tolérant, il est en train de disparaître. Et je dis bien en train, le processus n'est pas encore achevé. Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de difficultés pour les minorités dans ces pays. Et puisque nous accueillons de manière massive des populations qui viennent de pays qui sont en voie de réislamisation radicale, progressive, continue, soutenue, appuyée par les lieux saints de l'islam, c'est pas n'importe quoi. Si les wahhabites avaient leur siège à Tombouctou, et si les soufis étaient les patrons de la Mecque et de Médine, ce serait un peu moins dangereux. Mais là, il y a de quoi se faire du souci. Parce que ceux qui organisent le pèlerinage, qui ont la police des mœurs, qui ont les grands ministères, qui ont les grandes organisations internationales, qui financent la Ligue islamique mondiale, un super lobby islamiste à l'échelle internationale, l'organisation de la coopération islamique, 57 pays avec énormément d'argent et qui en plus ont un lobbyisme à l'intérieur de l'ONU. À l'intérieur de l'ONU, moi j'étais observateur au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, j'ai observé de mes yeux vus et de mes oreilles, l'activité impressionnante, l'activisme même on pourrait dire, de l'organisation de la coopération islamique qui systématiquement essaie de faire passer pour racisme et diffamation la critique de la religion, bien entendu la religion islamique. Toutes les dispositions de l'ONU ces dernières années visant à faire taire toute critique de l'islam et à pénaliser la fameuse islamophobie. Quand vous parlez d'islamophobie, par exemple, vous en entendez parler tous les jours. Ne croyez pas que c'est uniquement Khomeini à l'époque de Salman Rushdie. C'est une organisation tout à fait officielle qui a pignon sur rue, qui est amie de l'Occident, qui s'appelle l'Organisation de la coopération islamique, qui depuis 30 ans exerce
des pressions absolument incroyables, bilatérales, également au niveau du Conseil de l'Europe, au niveau de l'Union européenne, au niveau des États-nations, au niveau des ambassades et bien entendu à l'ONU, la fameuse déclaration islamique universelle des droits de l'homme, qui contredit totalement la déclaration islamique, la déclaration universelle des droits de l'homme. Elle a pour but d'instaurer la charia dans l'univers. Et l'ONU l'a reconnue comme l'une des sources des droits de l'homme, un peu au nom de la diversité. Mais ce projet est un projet califal. Moi j'ai lu à plusieurs reprises la déclaration islamique des droits de l'homme, donc c'est la version chariatique de la déclaration des droits de l'homme. Elle est totalement opposée au système constitutionnel pluraliste, comme dirait Raymond Aron, ou libéral, démocratique, totalement opposé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sous couvert de respect de la religion et de pluralisme mal compris, les Occidentaux sont en fait les véritables responsables de l'islamisation de leurs propres sociétés ouvertes. C'est pour ça que j'ai mis dans mon sous-titre l'islamisation des sociétés ouvertes, qui est une forme de masochisme, puisque c'est totalement opposé au pluralisme. Le pluralisme, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui est totalement à l'opposé de l'esprit de la charia. Je ne suis pas là d'ailleurs pour le critiquer, moi je respecte les sociétés autres qui veulent vivre sous la charia. Je sais que Zemmour a choqué quand il avait dit des choses comme ça, mais on ne peut pas, dans le monde multipolaire, obliger tout le monde à penser comme nous. D'ailleurs, l'ennemi, c'est pas celui qui pense différemment de nous. C'est même pas celui qui applique la charia, l'ennemi. C'est celui qui veut l'appliquer chez nous. Petite nuance. Celui qui veut appliquer la charia chez lui, comme les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, où je suis allé, ça m'a frappé. Il y a, au niveau officiel, je dirais constitutionnel, la charia est la source de la loi dans les Émirats Arabes Unis. Mais partout en dehors des Émirats, les Émirats combattent les frères musulmans et les islamistes. Aujourd'hui, c'est les seuls qui aident le maréchal Haftar en Libye de l'Est, ex-kadhafiste, à combattre les islamistes. Les Émirats ont remplacé l'Arabie Saoudite pour financer M. El-Sisi, qui combat également l'islam politique. Donc un pays qui applique la charia chez lui, mais qui chez nous ne l'appliquerait pas, voire même la combattrait. C'est pas ça l'ennemi. L'ennemi, donc, c'est pas celui qui pense différemment de vous. C'est même pas celui qui applique la charia. C'est celui qui veut l'imposer dans vos sociétés en profitant de votre ouverture et en profitant du droit à la différence, du droit à la religion et en profitant du fait que nous respectons tous les cultes. Et en fait, ces gens profitent du fait que l'islam étant une religion qui mélange le spirituel et le temporel, on fait croire qu'on est là pour défendre le spirituel, mais en fait, on défend un projet politique. Il est bien évident que certains pays musulmans sont moins islamistes que l'Europe, de ce point de vue. L'Europe a laissé de très nombreuses organisations islamistes prospérer sur son sol, alors que des pays musulmans luttaient contre elles. Moi, je me rappelle, quand j'ai écrit mon premier livre que tu as cité, Islamisme, États-Unis, une alliance contre l'Europe, je montrais que l'Angleterre, mais aussi la France, mais surtout les États-Unis, ont systématiquement, et pas uniquement contre le communisme soviétique, systématiquement, même après la guerre froide, jusqu'à la guerre du Kosovo, jusqu'à la guerre de Bosnie, jusqu'à la guerre en Irak, jusqu'aux années 2000. Il faut savoir qu'en Libye, dans les années 2000, les Occidentaux, et notamment les Américains, aidaient des frères musulmans et des gens qui étaient proches d'Al-Qaïda pour renverser déjà Kadhafi dans les années 90 et 2000. En Algérie, rappelez-vous, les militaires et les ingénieurs américains qui faisaient leur footing dans les endroits où il y avait tous les jours des assassinats de Croates, de Français, de Serbes, d'Italiens, bizarrement, il n'y a jamais eu un seul Américain qui a été tué par le fils, à l'époque où le fils, parce qu'il y avait des accords d'entraide entre le Front islamique du salut et les milieux américains. On pourrait donner plein d'autres exemples. En Syrie, où les États-Unis, mais aussi les Anglais, comme en Libye, ont systématiquement, et bien avant la révolution arabe, aidé des mouvements islamistes. Et on pourrait bien entendu parler du Kosovo et surtout de la Bosnie, où on a accepté, les États-Unis et les États qui avaient décrété l'embargo ont accepté le viol de l'embargo pour que des islamistes parmi les plus fanatiques du monde, y compris des branches d'Al-Qaïda, s'installent notamment à Tuzla, en Bosnie. Et aujourd'hui, en Bosnie, il y a un fief d'islamistes radicales qui est directement la conséquence de la stratégie de l'OTAN qui visait à détruire l'ex-Yougoslavie parce que celle-ci était un accès pour la Russie aux mers chaudes. Et on en vient au deuxième terme du sous-titre de mon livre, la Russie. Dans le sous-titre, c'était écrit « Du rejet de la Russie à l'islamisation de sociétés ouvertes ». Apparemment, ce sont deux thèmes distincts. Et moi, je crois aux liens. En géopolitique, on fait des liens. C'est une démarche interdisciplinaire. Et effectivement, il y a un lien entre les deux. Systématiquement, les régimes qui ont été démantelés, bombardés, renversés ou affaiblis par les Occidentaux, notamment par les pays de l'OTAN, depuis le communisme et après le soviéto-communisme et après la guerre froide et jusqu'à aujourd'hui, comme par hasard, ce sont des pays qui étaient dans cette configuration, qui étaient des pays proches de la Russie pour la plupart. L'Irak,
Il faut savoir que l'Irak a été renversé, alors c'était un pays très proche des États-Unis, au moment où Saddam Hussein a dit qu'il ne signerait des accords pétroliers, des contrats, qu'avec les Russes et les Chinois, et éventuellement les Français. La tradition un peu gaulliste. Quelque temps plus tard, le grand ami des Américains a été bombardé, et on sait aujourd'hui que cette dimension est fondamentale, et les Américains ont eu comme stratégie de faire monter systématiquement des mouvements islamistes radicaux pour créer un chaos, pour détruire l'État irakien, pour faire surgir un Kurdistan autonome qui, lui, était pro-occidental, donc on pouvait faire du business au niveau pétrole avec le Kurdistan. Donc même s'il y a une dimension pétrolière, le résultat et la tactique utilisée ont consisté à faire monter soit des indépendantistes kurdes, soit des mouvements islamistes, chiites ou sunnites. Tout le monde en a eu pour son grade, d'ailleurs. Les chiites comme les sunnites, les plus fanatiques, qui étaient persécutés tous les deux par le régime de Saddam Hussein, ont prospéré. On retrouve la même stratégie en ex-Yougoslavie. On renverse un État relativement proche de la Russie, qui en plus était un des accès rares de la Russie aux mers chaudes, puisque quand l'ex-Yougoslavie était encore unie, et son noyau dur, vous le savez, c'était la Serbie. Et comme la Serbie s'était brouillée avec Staline, comme vous le savez, pendant la guerre froide, et même avec Khrouchtchev, en fait, il a fallu attendre la fin de la guerre froide pour que la Serbie se réconcilie avec la Russie. Et au moment où la Russie et la Serbie, qui sont quand même des frères d'un point de vue civilisationnel, grâce à la fin du soviétisme dans les années 90, la Serbie se rapproche de la Russie et elle crée l'Union panslave. C'est pas connu ça. Il y avait une Union panslave qu'avait mis au point à l'époque Boris Eltsine, ou son ministre des Affaires étrangères, qui avait été poursuivi d'ailleurs aussi beaucoup par Primakov. Et cette alliance panslave permettait de renforcer le caractère frère et allié de la Serbie pour la Russie. Et il y avait une dimension d'ailleurs, mer chaude. La Serbie redevenait un accès pour la Russie à la Méditerranée, à l'Europe de l'Ouest et aux mers chaudes. C'était absolument inacceptable pour l'OTAN et on a détruit l'ex-Yougoslavie. Et on pourrait parler de la Libye, qui également avait de très bonnes relations avec la Russie, économique et géopolitique, et aussi avec l'Iran. C'était un peu une énigme, la Libye, par rapport aux autres pays. Et la Syrie, qui est, comme vous le savez, un lieu avec des bases stratégiques importantes. Maintenant, il y en a deux. Il n'y a pas que Tartous, il y a aussi Khmeimim, qui ont été renforcées, d'ailleurs, ces bases par la Russie, puisque la Russie, se sentant encerclée, se désencercle. Et on pourrait parler aussi de la Libye, de la Crimée. La Crimée, c'est également une base russe en mer chaude qui donne un accès à la Méditerranée, la mer Noire. Et donc, on remarque que par des révolutions douces ou des révolutions de couleur, qui d'ailleurs ont dérapé de manière assez radicale, puisqu'on a quand même fait un coup d'État, enfin l'Occident a soutenu un coup d'État en Ukraine pour démanteler un régime qui avait été élu démocratiquement en 2010, celui de l'ex-président ukrainien. Donc on voit bien que par des révolutions, par des bombardements, par des regime change, comme ils disent, ou des nation building, on a tous ces concepts et aussi droit d'ingérence et responsabilité de protéger. Vous connaissez cette expression qui complète le droit d'ingérence de Kouchner. Toutes ces nouvelles notions qui sont des notions anti-souverainistes, qui contredisent totalement le fondement du droit international qui est la souveraineté d'un État. Vous savez qu'en droit international, moi, à mes élèves, je le vois en première année, qu'est-ce qu'on apprend? Les bases du droit international. Et qu'est-ce que c'est? C'est la souveraineté d'un État. Et normalement, rien n'est au-dessus d'un État, même un traité international. Pacta sunt servanda, bien sûr, un État est lié par un pacte tant qu'il n'en est signataire et tant qu'il l'a ratifié. Mais si un État a le droit de quitter une organisation internationale, en gros, une organisation internationale ou supranationale ne s'impose à l'État que si celui-ci le veut bien, que s'il délègue une partie de sa souveraineté. Mais il peut la reprendre quand il veut. Donc on voit bien que la base du droit international, la souveraineté de l'État, c'est d'ailleurs le pouvoir originaire en droit international, l'État, rien n'est au-dessus de lui. On voit bien que toutes ces théories sont des théories contraires même au fondement de l'ONU et du droit international, et on a essayé d'introduire des idées qui sont en fait des prétextes d'interventionnisme et d'impérialisme, que sont ces notions de droit d'ingérence, qui ont en fait été utilisées pour cacher des objectifs tout à fait cyniques. Moi je comprends que les États aient des objectifs cyniques ou contraires au droit international. La Chine par exemple, elle est moins hypocrite. Récemment, la Chine a dit, certes, le droit international nous a condamnés dans les Spartley et les Paracels, la mer de Chine méridionale et même la mer de Chine orientale, jusqu'au Japon, où les Chinois veulent revendiquer pratiquement tout l'espace maritime à leur sud et à leur est, mais ils n'ont pas l'hypocrisie d'inventer des concepts. Ils ont dit non, on est contre ce droit international, on est tout à fait contre, et la mer de Chine est chinoise parce qu'elle s'appelle la mer de Chine. C'est relativement simple, mais ça a le mérite
Ça a le mérite, je ne suis pas là pour défendre la Chine, pas du tout, mais ça a le mérite de la clarté. Les Occidentaux, la seule différence, c'est que quand ils ont des intérêts prédateurs, des dispositions, des objectifs prédateurs, eh bien entendu, c'est absolument inexistant, ce n'est pas mentionné, c'est pour le bien de l'humanité, c'est pour le bien des Serbes, des Kosovars, des Serbes du Kosovo, des Serbes de Serbie, c'est pour le bien des Irakiens baasistes, c'est pour le bien des Syriens baasistes, c'est pour le bien des Libyens que l'on va les bombarder. On va les bombarder pour qu'ils apprennent à aimer la démocratie et le pluralisme occidental. Donc la seule différence, c'est pas que nous n'aurions pas d'intérêt et qu'ils en ont, des intérêts cyniques. Dans le monde multipolaire, tout le monde a des intérêts, sauf qu'il y a ceux qui les cachent avec des belles idées qu'ils discréditent par là même. Moi, je ne suis pas contre les droits de l'homme, mais il faut avouer que depuis 20 ans d'excès occidental profitant du vide de l'ex-Union soviétique, il n'y avait plus vraiment d'empêcheurs. D'ailleurs, c'est marrant, la nouvelle Russie, quand on consulte certains idéologues russes proches du pouvoir de Poutine, ils disent « nous sommes la puissance d'empêcher ». C'est intéressant, la puissance d'empêcher, qui était déjà la vocation des tsars. Nous sommes une puissance qui a certains principes, mais qui a quand même un fort nationalisme, qui ne cache pas ses intérêts, mais qui a aussi parfois certaines valeurs, notamment les valeurs orthodoxes. Et l'une de nos vocations, c'est d'empêcher le désordre, comme l'époque napoléonienne ou comme aujourd'hui l'Empire américain, la puissance qui empêche. Alors je ne suis pas là pour dire que la Russie c'est toujours parfait, c'est pas du tout ce que je pense. Mais ce qui est certain, et beaucoup de stratèges américains l'ont reconnu eux-mêmes, c'est que l'Occident a raté une occasion extraordinaire de mettre en place ce que j'appelle le pan-Occident ou l'alter-Occident. C'est-à-dire un Occident qui serait pas du tout celui du libre-échangisme uniquement ou de l'OTAN, mais l'Occident enraciné, dont même la démocratie et les valeurs les plus laïques sont quand même pas venues de nulle part. Toutes nos valeurs, même quand elles paraissent extrêmement laïques et modernes, elles ne sont pas venues d'un milieu, elles ne sont pas venues des castes en Inde, elles ne sont pas venues du bouddhisme tibétain, bien que celui-ci soit très tolérant, et ce n'est pas venu non plus du shintoïsme japonais, c'est quelque chose qui est venu aussi, notamment la sacralité de la personne, l'extrême sacralité de l'individu et de la personne, c'est quelque chose d'unique, c'est à la fois gréco-latin mais surtout judéo-chrétien. Alors je sais que l'expression judéo-chrétienne horripile, j'ai pas mal de commentaires souvent, pourquoi vous dites tout le temps judéo-chrétien dans vos émissions? Je m'excuse, il se trouve que le Christ n'était pas tibétain, il n'était pas non plus apache ni inuit, il se trouve qu'il était juif, certains disent même que c'était un rabbin très initié, en tout cas au temple un jour très jeune, il a quand même donné des leçons de judaïsme, il a impressionné un rabbin, enfin, on ne peut pas dire qu'il était non juif, donc c'est pour ça que je parle souvent d'Occident judéo-chrétien, parce que même si le judaïsme est une composante minoritaire d'un point de vue démographique, en population certes, n'empêche que l'influence de cette pensée à la fois juive et chrétienne a eu beaucoup d'effets sur ce personnalisme chrétien cher à Mounier ou à d'autres. Donc, bien sûr, il ne faut pas oublier non plus l'aspect gréco-latin qui est fondamental pour le droit et la philosophie. Tout cela, c'est l'Occident. Donc, l'Occident ne vient pas de nulle part et notre humanisme, même l'humanisme le plus plat, lui-même, il vient quand même aussi d'une pensée qui était à la fois judéo-chrétienne et gréco-latine. Donc, cet Occident a tout intérêt à se rapprocher de la Russie. Je le répète, pourquoi ? Parce que l'ennemi, ce n'est pas le terrorisme, l'ennemi, ce n'est pas non plus celui qui ne pense pas comme nous. Alors pourquoi ce n'est pas le terrorisme ? Le terrorisme n'est qu'un moyen, le terrorisme est un mode d'action. Ce qui est dangereux, ce qui est un ennemi pour le territoire, la population ou le gouvernement et ses valeurs fondamentales, c'est celui qui est derrière, qui a un projet notamment chariatique. Donc l'ennemi, ce n'est pas le terrorisme en tant que moyen. Et l'ennemi, ce n'est pas non plus celui qui ne pense pas comme nous, ce n'est pas celui qui est pour la charia ou qui a une vision nationale orthodoxe semi-démocratique, comme on l'accuse, comme on accuse la Russie de M. Poutine. L'ennemi, ce n'est pas non plus celui qui, comme à Singapour, aurait des valeurs très très autoritaires de type confucéenne, ou comme la Chine aujourd'hui d'ailleurs, ou comme Taïwan. L'ennemi, ce n'est pas celui qui a une vision non démocratique occidentale. L'ennemi, c'est celui qui concrètement, je reprends le propos de tout à l'heure, vient s'en prendre à notre population, physiquement, en l'agressant, mais pas uniquement en l'agressant, en la tuant. Celui qui vient retourner une population en lui disant depuis tout petit tu es dans un pays de mécréants et de monstres et de gaouri, comme on dit dans les banlieues, de Gaulois, donc un mélange de croisés et de Gaulois. Le concept de gaouri, c'est marrant, en algérien, c'est un peu les deux à la fois. Hein. Tu es dans un pays de mécréants et de gens qui ont torturé tes parents, venge-toi, tu dois adhérer à un projet chariatique qui est le seul qui te redonnera une dignité. Moi, je comprends qu'on pense cela dans un pays
musulman qui n'est pas un pays européen, mais laisser faire un projet de retournement de population sur notre propre sol depuis des années comme cela se fait, et même parfois avec l'argent public. On a de nombreuses collectivités territoriales, des mairies, des élus qui ont pactisé, qui ont donné des terrains pour 1 euro symbolique, voire même qui ont financé des associations islamistes. On a même retrouvé une association islamiste à l'époque de la FAS qui finançait le GIA algérien, qui était piloté, je me rappelle parce qu'on avait des notes à l'époque du renseignement qui étaient très précises, on avait même le casier judiciaire de ces gens, on a des voyous qui étaient liés au milieu algérien de la Seine-Saint-Denis, qui finançaient des associations loi 1901 de soutien scolaire, qui étaient aidés par la municipalité. C'était à la fois des voyous et des gens qui finançaient en partie le GIA algérien. Ils cumulaient. Donc avec l'argent public, on a littéralement financé un monstre qui est cette islamo-délinquance, cet islamisme radical qui s'appuie sur la délinquance et cela continue. Donc on voit bien que nos sociétés qui sont tournées tout le temps vers cet ennemi russe, pourquoi, posez-vous la question, pourquoi le russe est autant qualifié comme ennemi, ce qui permet d'oublier le véritable ennemi, qui est l'ennemi géocivilisationnel, qui est déjà en partie chez nous. Pourquoi on fixe autant sur les Russes? Avez-vous vu récemment les différentes interventions et scandales aux États-Unis concernant Trump, ses liens supposés avec la Russie? C'est devenu un véritable délire, surtout que de l'aveu même de ses opposants, quand ils sont questionnés, il n'y a aucun fondement. On a trouvé un ancien du MI6, mais un ancien qui avait un cabinet de consultants. Le type, on lui donne un rapport à faire, très bien payé. Il ne s'est pas trop embarrassé de scrupules et il a fait à la va-vite un montage avec peut-être quelques parties de vrai et beaucoup de faux, comme on fait toujours dans le milieu des renseignements pour faire de l'intox. On ne va pas faire que du faux. Alors ça peut paraître crédible. On prend certains voyages qui ont existé et après on dit absolument n'importe quoi. Et comme ça fait 60 ans que la raison d'être des stratèges américains et de l'intelligentsia occidentale, c'est la haine du russe, ça marche très bien. Moi, je me rappelle quand j'étais dans un milieu stratégique, un de mes supérieurs qui disait, dès qu'on parlait des Russes, il faut emmerder les Popov. Et c'était quelqu'un pourtant d'intelligent, mais dès qu'on parlait de la Russie, un grand stratège qui pourtant se disait plutôt gaulliste, plutôt patriote français. Et l'idée, c'était pourtant, bien après la chute du mur de Berlin et bien après la chute de l'ex-URSS, c'était le russe, c'est vraiment l'horreur absolue, il faut tout faire pour les ennuyer. Ils nous ont ennuyés pendant la guerre froide, maintenant nous allons nous venger, il faut traiter les Russes comme des vaincus clochardisés, comme disent souvent les États-Unis, parce que c'est vrai que le budget national, le PNB russe, n'a rien à voir avec le budget américain. Le seul budget russe de la défense, c'est absolument ridicule, c'est peut-être 8 ou 9 fois moins que le seul budget américain de la défense, donc c'est pas du tout, on n'est pas dans la même cour. Donc certains Américains, de manière très hâtive, ont conclu que la Russie, non seulement c'était toujours l'ennemi, parce qu'elle avait une velléité européenne, elle voulait créer la maison commune européenne sous Gorbatchev ou sous Helsinki, une sorte de pan-Occident, et même Poutine. Poutine, le premier Poutine, celui qui arrive par intérim en 1999 dans un contexte d'affaiblissement de Helsinki qui l'adoube, Poutine au départ tend la main à l'Occident et il propose 2 ans avant le 11 septembre, de bombarder l'Afghanistan, de faire une grande coalition russo-occidentale contre l'ennemi principal islamiste qui déjà sévissait. Et l'Occident, à l'époque, avait littéralement humilié la Russie et de Helsinki et de Primakov et de Poutine en refusant cette alliance et au contraire en considérant la faiblesse de la Russie comme une opportunité pour étendre l'OTAN à ses portes, à son étranger proche. Et l'aboutissement suprême sera 2003, 2004, 2005, les révolutions de velours, où on a achevé de provoquer les Russes, là où ils avaient dit qu'il y avait une ligne rouge. Les Russes ont digéré énormément d'humiliations. Ils ont accepté les pays baltes dans l'OTAN, dans l'espace européen. Ils ont accepté la Pologne. C'était pourtant un casus belli, mais ils l'ont accepté. Et Helsinki n'a rien fait pour empêcher le bombardement du Kosovo, et il n'a pas empêché la guerre en Irak, qui pourtant ne lui plaisait absolument pas. Mais il avait dit, lui et son successeur avaient dit, il y a une ligne rouge que nous ne pardonnerons pas. Si vous arrivez à notre étranger proche, qui est l'origine même de la Russie, la Rousse de Kiev, si vous arrivez en Ukraine, et si vous faites basculer l'Ukraine contre l'espace russe, ce sera la ligne rouge qui aura été franchie. Et pareil pour la Géorgie. Et les Occidentaux, à la fois stupides et un peu, je dirais, suicidaires, parce que trop irriter un ours néo-tsariste qui a 10 000 têtes nucléaires, c'est pas non plus extrêmement intelligent.
surtout quand cet ours est blessé, parce que c'est vrai que la Russie, c'est pas non plus fantastique. Hein. Moi, je parlais avec quelqu'un qui aime beaucoup la Russie récemment, qui est un grand connaisseur de la Russie. Il reconnaissait qu'il n'y a pas de diversification économique, il y a beaucoup de corruption, il y a une pauvreté, une inégalité entre riches et pauvres énorme. La Russie ne produit rien en biens manufacturés pour elle-même. Elle vit uniquement de quelques matières stratégiques et surtout du pétrole et du gaz. Donc, il y a beaucoup de problèmes en Russie. On n'est pas là pour dire que tout va bien. Je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui sont fascinés et qui disent que la Russie c'est fantastique, elle va venir nous sauver contre tous nos maux, le mythe du défenseur extérieur. Or c'est faux en géopolitique, quelqu'un il se défend lui-même. En géopolitique, on ne va jamais vous défendre pour vos beaux yeux. Donc dans les milieux de droite ou même parfois d'extrême gauche ou d'extrême droite, cette fascination presque femelle, sans être péjoratif, c'est une expression qu'on utilise en psychosociologie, pour la Russie virile, c'est quelque chose qui participe un peu du délire, parce que les Russes s'occupent essentiellement d'eux-mêmes. Et ceux qui voient la Russie comme l'État blanc européen, fier, nationaliste, qui va régler le problème de l'islam, les Russes ont 25% de musulmans, ils ont plein de problèmes avec les musulmans, et ils ont beaucoup de mal à gérer cette pluralité, mais ils l'acceptent. La Russie n'est pas du tout le pays islamophobe que l'on croit. Les Russes ont finalement une forme de pluralisme et au sens de respect des différentes composantes. Et en Russie, il y a un islam assez puissant. Donc la Russie n'est pas du tout ce que les partisans de l'extrême droite lui donnent dans leur fantasme. C'est pas du tout un pays homogène qui ira sauver tous les islamophobes. Et je dirais tant mieux, la Russie est un pays beaucoup plus humain qu'on le croit, qui accepte sa diversité, qui l'organise de manière assez intelligente. Parce que la Russie accepte ses musulmans, ils sont très visibles, ils ont une grande liberté, mais par contre, elle a interdit les milieux islamistes. Par exemple, les frères musulmans sont totalement illégaux en Russie. La Russie a accepté son islam tatar. Elle a de très très bonnes relations avec le russe tatar, qui est tout à fait représenté au sein de la nation russe, dans les plus hautes instances. Mais les frères musulmans qui ont un projet politique subversif, qui veut s'en prendre au territoire qu'il veut conquérir, à la population qu'il veut retourner, et bien entendu aux valeurs fondamentales qu'il veut subvertir et remplacer, eh bien, dès lors qu'il atteint les trois caractéristiques d'un État, la Russie, en État, je dirais, normal, rationnel, a interdit une organisation 3 fois dangereuse pour la population, le territoire et les valeurs fondamentales. Donc moi, ce que je propose, c'est un peu ce que proposent certains stratèges aujourd'hui américains, et pas uniquement gaullistes en France ou autres, ou ce que propose aussi la Hongrie de Viktor Orban, ou certains souverainistes. Je pense que, là aussi, c'est pas pour faire de la politique, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément dans les mouvements durs, qui le pensent, des gens tout à fait modérés comme M. Fillon, et pas du tout pour, là, je ne suis pas là pour faire la politique de M. Fillon, mais je reconnais qu'il y a quand même chez lui quelque chose de juste, qui est l'idée que la Russie n'est pas l'ennemi, et qu'on aurait intérêt à s'entendre avec la Russie. Et ce ne sera pas du tout à notre détriment, puisque la Russie ne menace pas notre territoire, elle ne cherche pas à retourner notre population, elle ne distille pas des valeurs hostiles aux valeurs occidentales ou de la République française ou de la démocratie en France. Peut-être qu'elle n'est pas très démocratique chez elle, moi je pense que c'est comme une démocratie, mais en tout cas elle ne remet pas en question notre démocratie, si tant est qu'on la trouve non démocratique. Donc il faudrait se rapprocher de la Russie également pour d'autres raisons. Aujourd'hui, le projet de l'Union européenne, comme vous le savez, c'est de renforcer la dépendance pétrolière et gazière en provenance des pays islamiques. Dans le long terme, le projet Nabucco visait à aller vers l'Iran et l'Irak et le Kurdistan irakien, et le projet Nabucco aussi visait à favoriser la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan. Donc que ce soit les pays arabes, la Perse ou les pays turcophones d'Asie centrale, l'idée des grands projets européens énergétiques, bon, Nabucco aujourd'hui n'est plus à l'ordre du jour, mais c'était le grand projet dans les années 90-2000. Toute l'idée du projet énergétique de Bruxelles, c'était diminuer la dépendance envers le gaz et le pétrole russe et augmenter la dépendance envers les pays islamiques. Et vous allez trouver ça complètement fou, mais même vis-à-vis du solaire, on avait la possibilité de faire beaucoup d'énergie solaire, notamment dans la Mancha ou en Andalousie. Il y a pas mal de terres arides également en Grèce et dans le sud de l'Europe. Mais figurez-vous que le grand projet de l'Union européenne pour le solaire, c'était pas la Mancha, la Grèce, la Sicile ou les grands territoires de l'Andalousie, qui est la plus grande région d'Espagne, avec d'immenses zones totalement désertes. Le fameux Desertec, c'était en Algérie qu'on allait implanter les panneaux solaires pour alimenter l'Europe en électricité renouvelable. Donc on voit bien que nous avons à la tête de Bruxelles aujourd'hui des gens qui sont un peu, c'est ce que dit un peu Battior, la fameuse égyptienne qui a beaucoup écrit sur l'idée de zimmétude. Il y a aujourd'hui à la tête de l'Union européenne
des dirigeants qui, consciemment, de manière structurée, pensaient d'un point de vue démocratique, démographique, énergétique, politique, idéologique. Pourquoi idéologique ? Toute l'idée aujourd'hui de la fondation Annalint et du dialogue des civilisations, qui sont des initiatives européennes qui ont rejoint après l'ONU, mais qui sont au cœur de tous les textes bien-pensants que l'on trouve à Bruxelles, et notamment à la Commission de Bruxelles, on retrouve systématiquement le mythe de l'Andalousie et de la science arabo-musulmane qui aurait tout apporté à l'Europe, et l'idée que l'Europe ne serait pas que chrétienne et juive ou celto-grecque, mais elle devrait énormément à l'islam. Pourquoi ? Parce que l'islam aurait apporté à l'Europe la science, et que sans l'islam et les traductions arabes, l'Europe aujourd'hui serait totalement ignorante, elle serait encore barbare, elle serait bien sûr monstrueuse, barbare, ce serait une bande de vikings caricaturés, alors qu'en fait les vikings étaient beaucoup plus intelligents que la caricature qu'on en fait. Mais voilà, l'idée, et moi j'ai retrouvé ça dans de très nombreux textes développés, diffusés parfois avec votre argent des contribuables, de nombreux textes qui visent donc à justifier démographiquement la venue de populations musulmanes au détriment de populations non musulmanes. C'est incroyable. Il est beaucoup plus difficile d'avoir un visa quand on est russe ou quand on est biélorusse que quand on est de n'importe quel pays du Proche-Orient ou du Maghreb. Donc démographiquement, on privilégie ceux qui disent pas de préférence nationale, ils sont carrément pour la préférence non nationale et même la préférence islamique. Donc il n'y a pas de préférence chrétienne, mais au nom de la non-préférence de ce qui est de chez nous, on va préférer ce qui vient d'ailleurs. Mais ce qui est extraordinaire, le non-dit de tout cela, c'est que l'Europe privilégie de l'énergie qui serait islamique, une démographie qui serait islamique, et des valeurs qui seraient islamiques, avec la promotion du fameux mythe, que vous avez tous entendu parler de ce mythe de l'âge d'or islamique et arabe, qui nous aurait tout apporté, du zéro à l'algèbre, en passant par Platon et Aristote. J'ai préparé un livre là-dessus, avec un nombre de chercheurs, notamment Sylvain Guggenheim, qui avait publié sa partie avant nous, mais on avait fait cette réunion ensemble. On avait fait un comité d'études sur ce fameux mythe, et nous avons été impressionnés de constater qu'il n'y avait pratiquement aucun philosophe qui était arabe et musulman à la fois. Ils étaient tous soit des arabes pas du tout musulmans, en bisbille avec l'Église, avec la pensée musulmane et l'orthodoxie musulmane, soit c'était des Perses, des Juifs, des chrétiens d'Orient, beaucoup de chrétiens d'Orient. On a même retrouvé quelque chose qui n'est jamais dit, les manuscrits d'Aristote et de Platon qui ont été traduits par les Arabes. En fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout en Andalousie qu'on les a trouvés la première fois, c'était à Bagdad. Et en fait, l'empire de Bagdad, éclairé à l'époque, parce qu'il y avait une secte rationaliste qui est interdite aujourd'hui, la secte des Moutazilites, qui avait demandé de se faire prêter les manuscrits par Byzance. C'est en fait nos frères grecs byzantins, chrétiens, qui ont prêté des œuvres antiques grecques pour que des chrétiens d'Orient les traduisent, ou des Perses, pour les Arabes. Il n'y a pas grand-chose d'arabe dans une œuvre grecque prêtée par des Byzantins et traduite à 90% par des chrétiens d'Orient et des Perses chrétiens, parce que en fait, les plus grands philosophes qui savaient traduire les œuvres étaient soit des chrétiens byzantins, soit des chrétiens de l'Empire perse, nestorien, qui avaient accueilli toute la philosophie grecque lorsqu'elle avait été persécutée par Byzance. Ils s'étaient réfugiés en Iran, à Gondisapur, la grande université à l'époque, qui avait tout le patrimoine philosophique grec et chrétien. Donc en fait, on voit bien qu'un mythe a été construit pour nous préparer à cette zimitude volontaire, nous préparer nos sociétés ouvertes à une islamisation. Alors vous me direz, mais le pourquoi du pourquoi ? Pourquoi des gens qui pensent en gros comme Benetton, Attali ou Macron, qui ont une pensée globale, ce sont des nomades heureux, parce que quand on est riche et un banquier avec des jets privés ou les jets des amis, c'est pas trop difficile d'être nomade. Je le conçois, moi-même, je suis facilement nomade si j'ai les moyens de voyager en première classe partout. On peut même faire 25 heures d'avion d'affilée, il n'y a aucun problème quand on est un nomade aisé. Mais ce nomadisme qui est porté par nos élites, il veut en gros créer un gouvernement mondial, quelque chose qui ressemble à une tour de Babel, un village global, et il s'est rendu compte que pour arriver à cet objectif du mondialisme, pas au sens péjoratif du mot mondialisme, c'est ce que j'appelle le cosmopolitiquement correct, c'est l'utopie cosmopolite. Certains y croient vraiment. Certains marxistes ou certains utopistes rêveurs ont vraiment l'idée qu'on est citoyen du monde et que c'est une très très belle idée. Par contre, les banquiers, les multinationales qui veulent créer ce projet, eux, c'est pas par belle idée, c'est tout simplement parce que c'est utile économiquement. On va créer des économies d'échelle en supprimant toutes les barrières douanières et frontalières et monétaires entre les hommes.
Et donc ce projet a besoin préalablement de détruire les nations. Or les nations, et je conclurai par là où j'ai commencé, les nations pilotes, cobayes, sur lesquels on peut commencer ce projet. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques pays complètement faillis d'Afrique, mais ils sont englués dans un tel clanisme que le clanisme est quand même un obstacle à la non-identité. Mais le seul continent, et encore c'est pas un continent, c'est que l'Europe de l'Ouest, la seule partie du monde où on accepte de renoncer à l'identité presque de manière, pas générale, mais assez massive, parce qu'on a tellement culpabilisé les populations en instrumentalisant la culpabilité vis-à-vis de la colonisation, des croisades, de la Shoah, la Seconde Guerre mondiale et la Première, et tout ce que vous voulez, que, effectivement, c'est le seul endroit du monde où l'utopie mondialiste peut être commencée parce que les populations ont été préparées à renoncer à toute forme d'identité. On a fait des populations, d'où aussi l'insistance du fameux lobby LGBT. Il faut détruire non seulement les appartenances religieuses, identitaires et nationales, mais même sexuelles. Il faut faire un être totalement interchangeable, qui sera en fait l'être rêvé de celui qui veut faire des produits unisexes, avec des économies d'échelle illimité, on pourra vendre tout à n'importe qui et n'importe quoi et à n'importe quelle échelle, et plus l'échelle est grande, plus on fait baisser les coûts, en tout cas pendant un certain temps, disent les économistes. Donc voilà, ce projet mondialiste en fait n'est pas islamophile parce qu'il aime les valeurs de la charia, mais il a une grande arrogance, et je conclurai vraiment là-dessus. Ce projet mondialiste, ou plutôt cette entité mondialiste, elle croit vraiment que la charia c'est un truc ringard, que celui qui aura accès à la consommation, parce qu'on va lui donner le revenu universel. Parce que, moi je me rappelle, en cours de Sciences Po, on avait un professeur qui s'appelait Fitoussi, qui disait « c'est pas grave que les gens volent, ou alors aient un revenu universel, un RMI, ou des subsides d'assister, parce que ce qui compte, c'est qu'après, ça va consommer. » Je me rappelle, on avait des profs qui nous enseignaient ce genre de philosophie politique. Je me rappellerai toute ma vie, ça m'avait frappé. Ils disaient donc c'est pas grave. Et c'était vraiment assez extraordinaire. Donc le but, c'est de créer cet homme unidimensionnel, pour ne pas paraphraser Marcuse, en utilisant l'islam comme une sorte de bélier qui va détruire l'homogénéité et l'identité des nations par l'universalisme. Et pour accepter l'islam, on obligera les peuples autochtones à renoncer, par exemple en Espagne, on est en train de demander aux Espagnols de renoncer à la fête des moros et des cristianos quand, à un moment, il y a un peu comme en Sicile, dans le théâtre des Pupi, parce que tout le sud de la Méditerranée était traumatisé par les invasions islamiques. Donc en Espagne comme en Italie, il y a beaucoup de fêtes dans le sud où, à la fin, il y a un moro, ou un mort, qui est sacrifié, mais il n'y a rien d'insultant envers les morts, c'est traditionnel. C'est l'époque où il y avait la Reconquista. Donc les peuples chrétiens fêtaient, à la fin de sortes de cérémonies, il y avait un mort sacrificiel, un mort sacrificiel. Et aujourd'hui, toute l'idée dans pas mal de pays du sud de l'Europe, c'est de faire renoncer même certains villages à leurs fêtes traditionnelles qui existent depuis plus de 1000 ans, parce que ce serait attentatoire au respect des musulmans. Moi, j'ai un petit peu enquêté là-dessus, ils s'en foutent totalement. Jamais une association islamiste ou islamique, en Andalousie ou en Sicile, a demandé à ce qu'on arrête la mort sacrificielle du Moro en Espagne ou en Sicile, dans le théâtre des Pupi ou à Alcoy, près de Valencia, là où il y a une fête des Moros et des Cristianos qui s'entretuent. Jamais, parce qu'ils savent très bien que c'est une fête, eux-mêmes chez eux, ils n'auraient jamais l'idée de renoncer à une fête islamique pour ne pas choquer leur minorité chrétienne, d'ailleurs qu'ils persécutent. Donc on ne peut pas leur en vouloir, on ne peut pas en vouloir aux islamistes, ce n'est pas eux, ce ne sont pas eux qui ont demandé à Bruxelles, à Paris, à Valencia, à Barcelone ou à Palerme de renoncer à une identité chrétienne. C'est le but recherché par nos mondialistes qui se disent, en faisant venir une civilisation très hostile historiquement, eh bien, au nom de la convivialité et de la paix, on fera accepter par l'autochtone un renoncement à lui-même pour que l'autre ne se sente pas insulté, et on lui fera croire que c'est la solution contre le djihadisme et la violence. D'ailleurs, c'est ce que disent tous les textes que j'ai lus de la Fondation Annaline, qui inspire beaucoup l'Union européenne, ou de textes même sur l'euro-méditerranée, des textes de Bruxelles. On constate systématiquement cette idée pour qu'il n'y ait pas de violence, pour qu'il n'y ait pas d'islamophobie, pour qu'il n'y ait pas d'êtres radicalisés, des malheureux qui vont finir en se faisant exploser, pour qu'il n'y ait pas de 11 septembre ou de Madrid ou de tout ce que vous voulez, ou des attentats de Londres ou d'ailleurs, ou de Cologne. Eh bien, il faut que les chrétiens apprennent à aimer la civilisation islamique. Alors, dans ces textes, on voit l'enseignement de l'arabe, l'enseignement de la religion musulmane, la renonciation à tout ce qui est dans le christianisme pourrait heurter
ou dans autre chose que le christianisme. C'est assez impressionnant. Je vous invite à aller sur Internet et à lire un certain nombre de revues de l'OCI, de l'ONU, du dialogue des civilisations qui a été créé par Zapatero et Erdogan au sein des Nations Unies, de la Fondation Annalint, et vous allez voir, c'est littéralement, on est en train d'orchestrer la mort de la civilisation européenne pour préparer un projet mondialiste. Et la grande arrogance de ces auteurs de ce projet, c'est qu'ils pensent que l'islam, finalement, comme toutes les autres religions, parce que ces gens, mettez-vous à la place de la culture Benetton, ou Macron, ou Attali, ces gens n'ont aucune forme de respect des traditions. Pour eux, tout cela va être emporté par la consommation. Donc ils sont assez sincères. Ils ne sont pas du tout pro-islamistes. Ils pensent vraiment que la consommation, par l'assistanat ou la prospérité, va absorber tout le monde. Tout le monde va être abreuvé par Nike, par la culture Benetton, par ce qu'on appelle Macworld. Macworld, cet empire anglo-saxon, parce que ce n'est pas l'Amérique l'empire, c'est beaucoup plus large. C'est un empire transnational qui déborde de l'Amérique. C'est Macworld, le véritable empire aujourd'hui qui dirige l'Occident. Macworld pense que par le matérialisme, il va désislamiser ces islamistes, que leurs enfants ne seront plus islamistes. Donc il prend le pari d'islamiser l'Europe en pensant que cette islamisation ne sera que momentanée, elle ne servira qu'à détruire définitivement ce qu'il reste d'Européens et de chrétiens, mais que dans une étape seconde, ce sera une tour de Babel consumériste qui va s'installer et que les enfants des barbus auront des casquettes à l'envers et des Nike. Ce qu'ils ont oublié, c'est que Daesh recrute des gens qui ont des Nike et des casquettes à l'envers, qui sont ultra modernes, qui utilisent des gros mots, qui fument du shit, qui violent, qui pillent, qui vont en discothèque, ou qui sont tout simplement des braves modernes qui aiment leur iPhone. Puis tout à coup, c'est là, et là vraiment j'arrête, c'est là l'erreur de nos mondialistes matérialistes. Tout à coup, ce type qui est dans le matérialisme, soit parce qu'il est prospère, soit parce qu'il vole, soit parce qu'il est assisté, à un moment, ça ne va pas lui suffire, parce que l'être humain a besoin d'autre chose que de matière. Puis à un moment, il va rencontrer quelqu'un qui lui dit, l'idéal, parce que tu vas crever un jour ou l'autre, hein. Oui, ça c'est certain, on en est tous absolument certains. Quitte à crever, là tu es dans une vie misérable, tu vas mourir de manière héroïque, et tout le monde parlera de toi. Et à l'époque de la modernité, des réseaux sociaux, de la télé-réalité, tu vas être plus célèbre que Trump, tu vas être plus célèbre que n'importe quel artiste, plus que Kardashian, dont tout le monde parle. On a parlé pendant une semaine pratiquement que d'elle, parce que c'est pour montrer l'état quand même de nos sociétés, et aussi des hommes politiques qui laissent les médias tellement abaisser le niveau. Ça aussi, ça mériterait aussi une conférence. Donc bref, l'erreur de notre intelligentsia mondialiste, c'est de penser que l'islam sera emporté par le matérialisme, alors que moi je soutiens l'inverse. Le matérialisme, à un moment, est emporté par ceux qui proposent des convictions. Je ne dis pas que c'est des convictions au sens noble, mais l'islamisme, qu'on le veuille ou non, il apporte des convictions, et l'histoire du monde est faite par des convictions, ce qu'on appelle des nœuds sémantiques. Des nœuds sémantiques tellement denses, on appelle parfois ça des trous noirs sémantiques. L'histoire de l'humanité est faite par les idées denses qui écrasent littéralement les idées molles. Et les idées molles de la société consumériste seront balayées par les idées dures de ceux qui apportent quelque chose qui répond au manque d'identité. Ce vide identitaire que Macworld produit prépare un vide qui sera rempli par ceux qui auront le plus de force, le plus de certitude, voire même le plus de fanatisme, et qui écraseront nos curés œcuméniques, nos citoyens du monde, parce que qu'ils soient laïcs ou religieux, aujourd'hui on est tous dans la même barque. Ne croyez pas qu'il y a d'un côté l'Église catholique, de l'autre les laïcs. J'ai retrouvé autant de mollesse dans la plupart de nos catholiques œcuméniques, adeptes du suicide exemplaire. Un jour, un moine qui était rescapé de Tibérine me disait « Nous ne sommes pas morts pour avoir converti des musulmans et nous en sommes très fiers. Nos frères sont morts parce qu'ils étaient là juste pour témoigner, mais surtout pas convertir. » C'est extraordinaire. Le martyr sans le but du martyr. Extraordinaire. Donc l'Église catholique, aujourd'hui, elle est aussi... Alors c'est peut-être tout à fait noble, hein, peut-être qu'elle est dans une introspection extraordinaire, mais l'Église catholique, aujourd'hui, ne remplit pas beaucoup plus le vide que la pensée laïque. Bon, ceux qui opposent les laïcs et les cathos en disant qu'il y en a un qui a raison, l'autre tort, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quelqu'un qui est laïque, mais dont la pensée est très dure, un peu comme les révolutionnaires, français, c'est pas ma tasse de thé, mais celui qui a une pensée très, très dure va réussir à emporter la conviction de celui qui a une pensée molle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe n'est qu'à ses débuts en matière de terrorisme. Je pense que le terrorisme va s'accentuer, sauf si l'Europe donne beaucoup, beaucoup d'avantages aux frères musulmans et aux organisations islamistes.
Le deal est le suivant. Aujourd'hui, l'Europe pense qu'elle va être épargnée du terrorisme tant qu'elle donnera des concessions aux islamistes. Mais le jour où des patriotes, des souverainistes arrivent au pouvoir et commencent à dire on va cesser de donner un certain nombre d'avantages à des organisations, les États peuvent le comprendre. C'est pour ça que moi je pense qu'il y a un espoir vis-à-vis des États pro-islamistes. Ils peuvent comprendre que nous soyons souverains chez nous. Mais l'islamisme radical redoublera d'activisme et fera passer par là. Je pense que nos gouvernements devront avoir le courage de prendre le risque d'avoir un peu plus d'attentats et que les plus durs des islamistes s'excitent, parce qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle nos gouvernements sont dans le laxisme, c'est parce qu'il y a une sorte d'accord avec les frères musulmans depuis une vingtaine d'années. El-Qardawi, qui est le leader des frères musulmans en Europe, dit « J'empêche les gens de faire un attentat terroriste, je leur dis qu'il n'est pas bien, qu'il n'est pas correct de faire des attentats terroristes tant que l'islam peut progresser librement en Europe. » C'est l'idée de Dar el-Shahada, terre du témoignage. Tant que l'Europe est une terre du témoignage qui laisse l'islam prospérer de manière unilatérale, sans réciprocité pour les chrétiens en pays musulmans, nous, les frères musulmans, nous allons calmer les djihadistes. Par contre, si l'Europe un jour cesse d'être perméable au processus d'islamisation, on ne répond pas des actes des gens, vous savez, qui seront, ils seront indignés. Ils seront indignés. Ça c'est quelque chose qui est tout à fait officiel. Lisez les livres du pape des frères musulmans en Europe, qui dirige l'Institut de formation des imams à Château-Chinon, qui est le patron de l'institution des musulmans qui donne des fatwas à Dublin. Et c'est un homme qui a pignon sur rue, qui est extrêmement connu et légitime, Qardawi. Il explique ça clairement dans ses ouvrages. L'Europe, normalement, elle est terre de la guerre. On doit y faire le djihad. Sauf si elle accepte volontairement de s'islamiser sans réciprocité. Il explique, c'est comme si elle était déjà dominée, dhimmi, puisqu'elle accepte d'être islamisée sans que les chrétiens en terre d'Orient soient respectés dans leurs droits. Donc, tant que l'Europe accepte cette unilatéralité de la prédication islamiste, eh bien, il n'est pas bon de commettre des attentats terroristes. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'il y a assez peu d'attentats terroristes par rapport à ce qu'il pourrait y avoir s'il n'y avait pas cette compromission de nos élites. Le problème, et là vraiment j'arrête, plus nos élites donneront des concessions aux islamistes que j'appelle de gouvernement pour calmer les islamistes djihadistes, qui ont en fait la même idéologie, le même projet de conquête de l'Europe, plus ce sera difficile de revenir en arrière. Donc c'est pas pour justifier nos hommes politiques, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, même ceux qui sont conscients du danger de l'islamisme radical, ils savent qu'on a peut-être pas mal d'islamisation, mais quelques attentats terroristes, et ils savent que si on a moins d'islamisation, si on donne moins de beefsteak aux crocodiles frères musulmans, eh bien le terroriste djihadiste sera beaucoup plus actif. Donc c'est un véritable dilemme, et je ne suis pas là pour défendre nos hommes politiques dans leur compromission, parce qu'ils ont été compromis pendant des années, mais il est tellement tard qu'aujourd'hui c'est très très difficile, et beaucoup de stratèges en Europe disent comment faire maintenant que, je dirais, le verre est dans le fruit. Donc je pense qu'il faut une politique responsable et courageuse, et il faut de manière impérative cesser de multiplier les ennemis inutiles. Il faut hiérarchiser l'ennemi. L'ennemi n'est pas la Syrie. L'ennemi, ce ne sont pas les États musulmans comme l'Égypte qui ont fait des coups d'État, même si ce n'est pas correct pour nous. L'ennemi, ce sont ceux qui viennent s'en prendre à nos populations, et donc il faut collaborer, à mon avis, au maximum avec les forces dans les pays musulmans qui pourraient nous aider justement à avoir des renseignements sur les terroristes potentiels et avoir une politique sécuritaire. Par exemple, la Syrie, nous aurions pu tuer Abaoud très facilement lorsqu'il était en Syrie, mais à l'époque, Hollande ne voulait pas faire quelque chose qui puisse profiter à Bachar, et on n'avait pas voulu bombarder les positions, les camps où se trouvait Abaoud. Quand il a voulu le faire après les attentats, Abaoud était déjà parti de Syrie. Donc, se tromper d'ennemi, croire que l'ennemi c'est la Syrie et la Russie, nous a coûté très cher et a bénéficié aux terroristes. Et c'est pour ça que je dis que le rejet de la Russie, cette politique anti-russe, ne peut pas être séparé de la politique d'islamisation, de compromission avec les islamistes. Les deux sujets sont liés. Voilà, je vous remercie.